Bien, chers amis, bonjour. Merci à Yann-Éric, merci à Patrick de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir ici. Merci au laboratoire Roche également. Bon, ça c'est moi. Ça, ce sont mes déclarations. Ok. Alors, il y a 3 topos aujourd'hui. Moi, je vais faire un petit peu de biostat, je suis désolé. Mais bon, je vais essayer d'introduire ce que vont vous raconter derrière Nicolas et Yann-Éric, sans trop non plus déflorer leur sujet. Donc, comme Yann-Éric est notre hôte, je ne parlerai pas du tout de la S100B. J'ai été correct. Mais bon, par contre, Nicolas, je suis désolé, je vais parler un petit peu trop ponine. Je m'excuse. Mais nos articles ne vont pas se chevaucher. Et puis, de toute façon, je ne vais pas en présenter des millions, vous allez voir. J'espère que vous avez assisté hier à la présentation d'Hervé Maisonneuve, qui était très jolie, où il vous a expliqué que voilà, tout ce qui était publié, il ne fallait peut-être pas le prendre pour argent comptant. Je vais essayer de vous présenter des outils pour justement enrichir votre réflexion sur ce que vont vous présenter Yann-Éric et Nicolas. Alors, premièrement, cette très très belle review de Patrick Ray, il fallait bien que je la place, c'est quand même lui qui nous invite, où en fait il nous explique à quoi ça sert les biomarqueurs, et donc ça a un intérêt diagnostique bien sûr, ça a un intérêt dans l'évaluation de la gravité, ça a un intérêt dans la stratification du risque, la surveillance. Là aujourd'hui on va parler des biomarqueurs d'exclusion. Et en fait pour simplifier encore le tableau de Patrick, il y a d'une part les tests de confirmation et d'autre part les tests d'exclusion. Et moi, je vais vous parler des tests d'exclusion. Les tests de confirmation, c'est par exemple ce qu'on retrouve en cancérologie. On veut absolument être certain que tel patient est malade, parce qu'on n'a pas envie de lui balancer de la chimiothérapie et de la radiothérapie pour rien. Par contre, nous, on a besoin de tests d'exclusion aux urgences. Nous, on veut absolument savoir qu'un tel n'est pas malade pour le faire sortir. Ça, ce sont les tests d'exclusion. Alors voilà comment je vais vous présenter mon topo. Un petit peu de biostat, comme ça, en mangeant tranquillement. Et puis après, quelques petits exemples avec les syndromes infectieux, les maladies thromboemboliques, un petit peu de syndrome coronarien aigu, il va bien falloir en parler. Alors ce biomarqueur d'exclusion, comment est-ce qu'on va le caractériser? La première chose très importante, c'est de vous rappeler de ce que c'est qu'une probabilité pré-test. Avant de parler du biomarqueur, il faut parler de la probabilité pré-test. Alors par exemple, prenons le cas clinique, probabilité pré-test de pneumopathie bactérienne et donc d'antibiotiques chez un ou une patiente. Cette probabilité pré-test, vous l'avez ici. Elle est de 0% à 100%. Si on a une probabilité pré-test, ici je l'ai mise à, je sais plus, à 0,05, on passe le seuil de suspicion. Avant, non, il n'y a pas trop de suspicion de pneumopathie et donc d'antibiothérapie. Si on passe le seuil de 90%, on passe le seuil thérapeutique. On n'a pas besoin de biomarqueurs pour commencer l'antibiotique. Donc on a 2 zones, la zone d'exclusion et la zone de confirmation, pas besoin de biomarqueur. Par contre, au milieu, on a une zone d'incertitude. C'est là que ce biomarqueur va être important. Et c'est là que, à partir de notre probabilité pré-test, on obtiendra une probabilité post-test. Prenons 2 cas cliniques. Donc, premièrement, le patient, 35 ans, il tousse, il crache, il a de la fièvre. Bon, on a une probabilité pré-test qui est quand même assez élevée, on va dire 80%. Par contre, je ne sais pas si vous avez des personnes âgées qui viennent à vos urgences, nous on en a toujours 1 ou 2 par jour. Voilà, parfois un petit peu plus. Mais la petite mamie de 85 ans qui a sa température à 37,5, on ne sait même pas trop si elle a vraiment de la température, parce que le thermomètre tympanique, on n'a pas trop confiance. Le gallium sous le bras, je ne sais pas si on rajoute 0,5 ou 1, qui tousse, qui crache un peu. Elle a une probabilité pré-test quand même qui est beaucoup moindre, on va dire à peu près 20%. Ok. Comment gérer cette zone d'incertitude? On va le voir. Alors il faut revenir sur le tableau de contingence. Les malades, les biomarqueurs, les vrais positifs, les faux positifs, les faux négatifs, les vrais négatifs. À partir de ça, on va avoir des caractéristiques, la sensibilité et la spécificité. Ce qui nous intéresse pour le biomarqueur d'exclusion, c'est la sensibilité et la probabilité que le biomarqueur soit positif chez les malades.
Il y a une formule compliquée, je ne m'en rappelle jamais, je vous l'ai mise ici. Et puis, on a d'autres caractéristiques, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Ce qui nous intéresse pour le biomarqueur d'exclusion, c'est la valeur prédictive négative, la probabilité d'être non malade quand le biomarqueur est négatif, parce que c'est lui que vous allez faire sortir. C'est lui qui est non malade, c'est lui qui n'a pas de syndrome coronarien aigu parce qu'il a une troponine qui est négative. Pareil, des formules un petit peu compliquées, etc. Vous avez donc les caractéristiques intrinsèques et les caractéristiques extrinsèques du biomarqueur. Alors ça, c'est le biomarqueur idéal. Vous avez votre répartition du biomarqueur, ici pour les non-malades, ici pour les malades. Et puis ça tombe bien, vous avez une valeur seuil. Vous avez donc aucun faux négatif et vous n'avez aucun faux positif. Vous avez une sensibilité et une spécificité qui sont de 100%. Mais bon, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, ça se passe plutôt comme ça, avec un chevauchement entre la concentration du biomarqueur chez les malades et chez les non-malades. Vous avez donc une valeur à choisir. Il y aura forcément une erreur de classification, parce qu'il n'y a pas de diagnostic de certitude. Alors, où est-ce qu'on va mettre ce cutoff ? On peut le mettre près des non-malades, et donc on va augmenter la sensibilité, mais ce sera forcément au détriment de la spécificité. On peut augmenter par contre la valeur seuil. On va perdre en sensibilité, mais par contre on va gagner en spécificité. Vous l'aurez compris, on aura à chaque fois un couple sensibilité-spécificité qui va évoluer en sens inverse et qui va être propre à chaque valeur seuil. Très bien. Ce couple sensibilité-spécificité va nous permettre de trouver une troisième caractéristique qui nous intéresse beaucoup pour évaluer un biomarqueur, c'est la courbe ROC. Et au plus la courbe ROC va être haute, va aller vers ce coin-là, au plus elle va s'approcher de 1 et au plus on sera content. Mais il y a mieux que la sensibilité, la VPN, la courbe ROC. Il y a la valeur, il y a le rapport de vraisemblance. Rapport de vraisemblance qui est donc au milieu de notre probabilité pré-test et de notre probabilité post-test. Parce que la sensibilité, la spécificité, ça évolue, la VPP, la VPN, ça évolue un petit peu avec la prévalence de la maladie, donc bon, ça nous intéresse, mais plus le rapport de vraisemblance. Si le rapport de vraisemblance est à 1, ça ne nous sert pas grand-chose, parce que vous voyez, la probabilité pré-test est là, hop, on croise ici, on arrive à une probabilité post-test de 0,5, on est d'accord, c'est la même. Pareil, si on est à 0,2, hop, on arrive à 0,2 de probabilité post-test. Par contre, le rapport de vraisemblance, quand il est positif, c'est pour les tests de confirmation, et plus il est positif, plus le test de confirmation est utile. Le rapport de vraisemblance négatif, c'est vraiment ce qui nous intéresse, les biomarqueurs d'exclusion. Et quand il commence à être inférieur à 0,1, ça nous intéresse beaucoup, ça commence à être un bon marqueur d'exclusion. Reprenons notre probabilité pré-test d'à peu près 20% chez notre petite mamie. Prenons un biomarqueur qui aurait un rapport de vraisemblance négatif à 0,4. Eh bien, ça nous fait une probabilité pré-test à 1%. Et donc là, on peut exclure la pneumopathie bactérienne. Alors, quelques exemples. Le syndrome infectieux, par exemple. Premier papier, une méta-analyse. Dans cette méta-analyse, ils ont décidé d'étudier les caractéristiques diagnostiques de la PCT et de la CRP pour les infections bactériennes. Ils ont fait une revue de la littérature. Ils ont inclus 21 études. L'objectif, c'est avoir les caractéristiques donc, de l'une et de l'autre. Quels sont les résultats ? Eh bien voilà. La CRP, rapport de vraisemblance négative 0,42, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un bon biomarqueur d'exclusion. Pour la PCT, rapport de vraisemblance négatif à 0,18, avec des intervalles de confiance quand même qui vont entre 0,15 et 0,23. Là non plus, on n'est quand même pas entièrement satisfait. Probabilité pré-test, je vous l'ai dit, de 20% chez notre petite mamie. On met nos rapports de vraisemblance ici, 0,18, 0,42 respectivement pour la PCT et pour la CRP. Qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça nous donne qu'on passe d'une probabilité pré-test de 0,20 à une probabilité post-test à 10%. On ne peut pas exclure la pneumopathie bactérienne. Avec la PCT, ça nous donne une probabilité post-test de 4%. On est à la limite. Et donc au final, cette PCT, elle est utile, mais elle est utile pour des probabilités pré-test qui sont faibles. Si notre probabilité pré-test avait été un petit peu plus élevée, genre de 0,4, on serait monté à 6, 7, 8% de probabilité post-test, et donc la PCT ne nous aurait pas trop servi.
Autre méta-analyse, ici on est chez l'enfant, ce sont pour les enfants suspects d'infection sévère. Pareil, méta-analyse, on essaie d'avoir les caractéristiques diagnostiques des globules rouges, de l'AVS, de la PCT et de la CRP. Quels sont les résultats? Eh bien, pour les globules blancs, 0,61, 0,34 pour l'AVS, CRP 0,25, PCT entre 0,08 et 0,35. Je suis vraiment à la bourre, hein? Non, il me reste plus de temps, non? Non? Bon, alors très vite, la maladie thromboembolique. La maladie thromboembolique, elle augmente avec l'âge. Ce qui est bien, c'est que les dédimères, sensibilité de 100%, mais par contre, la spécificité, elle est pourrie. Cette étude, je vous la passe pas, c'est pour les dédimères ajustés. Juste pour vous dire que, bien qu'il y ait une sensibilité à 100%, le fait qu'il y ait une spécificité pourrie, ben, ça n'aide pas, parce que ça va nous faire des scans injectés chez des patients, et donc ça va induire des néphropathies, une mortalité induite qui va être importante. En ajustant à l'âge, ça nous permet d'avoir une mortalité induite qui est moins importante que le seuil classique des dédimères à 500. Et Pierre-Marie Roy, dans une méta-analyse, nous l'a dit, le rapport de vraisemblance négative pour les dédimères, c'est 0,08. Et donc on commence ici à avoir un biomarqueur correct. Un dernier mot concernant les syndromes coronariens aigus, avec des biomarqueurs qui sont de plus en plus sensibles, de plus en plus spécifiques, mais surtout qui gagnent énormément en sensibilité. Des recommandations qui sont très importantes, niveau 1B, qui nous disent, voilà, tropo-hypersensible, il faut l'utiliser. Algorithme 0,3 heures, c'est bien. Algorithme 0,1 heure, c'est possible. Alors l'algorithme 0,3 heures, je pense que Nicolas va vous en parler avec ses 3 papiers princeps. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une très bonne sensibilité, une très bonne VPN, on se rapproche de 100%, on est content. Maintenant, qu'en est-il de la probabilité qu'en est-il des caractéristiques diagnostiques du protocole 0,1 heure? Le protocole 0,1 heure, je vous le rappelle, c'est dans les recommandations. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a une troponine hypersensible T, Roche, inférieure à 5 nanogrammes par litre, ou une variation qui va de 12 à 15. Donc à chaque fois, on reste sous le 99e percentile qui est de 14. On peut faire du rule-out, on peut faire sortir les patients. Juste pour vous présenter ce très joli papier, ce sera le dernier papier que je présenterai. Ce papier suédois, ils ont voulu étudier ce protocole 0,1 heure. Ce papier est très bien ficelé parce qu'ils ont recueilli la probabilité pré-test. Et ça, tous les papiers ne le font pas. Et puis, ils se sont posé la question, est-ce que la troponine m'aide? Mais ils se sont posé aussi la question pragmatique que vous vous posez quand vous êtes aux urgences, c'est-à-dire, est-ce que l'histoire de la maladie et l'électrocardiogramme m'aident également? Et est-ce que la combinaison des 3 est utile? 1038 patients inclus, le critère, c'était les Massive Adverse Cardiac Event à 30 jours. Quels sont les résultats? C'est une étude qui est prospective non interventionnelle, donc ça n'est pas une étude d'impact, mais quand même. Ils ont décidé d'appliquer le protocole 0,1 heure et ils ont mimé le rule-out en fait pour les patients qui sortent avec un électro normal, un faible risque et une tropo qui est négative. Quels sont les résultats? Eh bien voilà. L'algorithme 0,1 heure, c'est-à-dire troponine seule, on a un rapport de vraisemblance négative, c'est-à-dire pour évaluer notre biomarqueur d'exclusion à 0,17, avec un intervalle de confiance entre 0,1 et 0,2. Mais par contre, lorsque vous combinez les 3, lorsque vous faites cet algorithme 0,1 heure, que vous rajoutez un électro normal et pas de facteur de risque cardiovasculaire, ici vous avez un vrai biomarqueur d'exclusion, avec un rapport de vraisemblance négative qui est très intéressant, à 0,4, et avec un intervalle de confiance qui est quand même plutôt correct. En conclusion, ce sera ma dernière diapo. L'intérêt des biomarqueurs aux urgences, eh bien, on se place dans le cadre des tests d'exclusion. Donc rappelez-vous que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement spécificité, VPP et rapport de vraisemblance positif, c'est plus la sensibilité, la VPN et le rapport de vraisemblance négative. C'est forcément les courbes ROC, vous allez le voir dans les prochains topos. Rappelez-vous le nomogramme de Fagan, probabilité pré-test, on fait passer à l'intérieur les rapports de vraisemblance et on a une probabilité post-test. Et puis ces biomarqueurs d'exclusion, ils sont plus ou moins intéressants, du faible vers l'important, faiblement important en tant que biomarqueur d'exclusion, hein. Ça va être la CRP, un petit peu plus la PCT, encore un petit peu plus les dédimères, pour finir par l'algorithme de l'étude que je vous ai présenté, c'est-à-dire l'association entre tropo-hypersensible, clinique et électrocardiogramme. Je vous remercie.
Vous voyez, j'ai un peu réinterprété le titre sur la troponine HS parce que maintenant, Monaco a été le premier promoteur, 2010, si je ne me trompe, Yann. Rouen a été le deuxième, 2011. Et donc, on commence à avoir un petit peu de recul sur ce qu'on doit faire avec. Alors, quelques, non pas conflits, mais liens d'intérêt avec le syndrome coronaire, le CG et les biomarqueurs. Et pour une fois, je voudrais ne pas remercier le laboratoire Roche, puisque mon topo est fini, les modérateurs sont contents. Pourquoi ? Parce que la troponinité est recommandée dans l'ESC. Merci, orateur suivant. Non, merci beaucoup à Roche de m'avoir invité à parler de cette troponine hypersensible. Je voudrais réinterpréter un peu le terme, c'est en fait l'essai de dosage qui est hypersensible. La troponine n'a pas changé en 2010, c'est toujours la même, sauf qu'on la dose de façon un petit peu plus pointue et sensible. Alors un petit rappel sur le syndrome coronarien aigu, on sait qu'il y a une augmentation de la prévalence de la cardiopathie ischémique dans tous les pays développés, en particulier en France avec 120 000 infarctus par an. Qu'il y a plus de SCA non ST+, que de SCA ST+. Et on a des données extrêmement récentes grâce au registre FastMI, puisque le papier date d'il y a 15 jours, d'Étienne Puy-Murat, avec une mortalité hospitalière, et ça c'est heureux, c'est-à-dire que la mortalité du non ST rejoint celle du ST+. C'était pas le cas dans le FastMI 2010 et 2005. La mortalité à 6 mois qui est passée aussi en 10 ans de plus de 15% pour le non-ST à 6,8%. Vous voyez qu'elle est toujours supérieure au STEMI. Et à long terme, ça reste une problématique de personnes plus âgées, plus comorbides avec le non-STEMI qui prend le pas sur le STEMI. Alors aux urgences, c'est une diapo que je passe souvent, mais c'est vrai que Tighessen et Reichlin, quand ils avaient fait les papiers princeps aux urgences de la troponine, avaient bien détaillé ce qu'était la douleur thoracique aux urgences. Vous voyez que c'est 2 à 7% des passages, 11 à 20% d'origine cardiaque, et parmi eux, on va dire un tiers de coronaire. Quelques données récentes aussi, puisque Epidoulto vient de sortir également il y a quelques semaines, et on a une image de la population française qui vient aux urgences, et vous voyez que sur la douleur thoracique, on a environ 10% de SCA, dont les 3/4, voire 80% quasiment, sont du SCA non ST+. Alors revenons à l'evidence base. Comme l'a dit Pierre Géraud, vous savez que c'est une association et c'est pour ça que finalement l'intérêt d'un biomarqueur, aussi technologique soit-il, c'est de le mêler à notre jugement clinique et d'éventuels autres outils. Et dans le cadre du SCA non ST+, bien évidemment l'électrocardiogramme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le jugement clinique, voilà ce que ça donne. Je suis très heureux que Pierre Géraud ait introduit les ratios de vraisemblance, puisque vous voyez que finalement, même avec une anamnèse pointue, on a quand même peu de facteurs qui soient favorables à notre diagnostic final, puisque, mis à part la sueur constatée par l'observateur, qui est le seul qui a un poids positif très très prégnant, vous voyez que la valeur des ratios de vraisemblance positifs sont relativement faibles, et bien évidemment, dans le SCA non ST+, ils le sont encore plus dans la population. Le CG, j'allais dire, c'est pareil. On va éliminer tout de suite le SCA ST+, mais même lorsque vous avez d'autres anomalies, vous voyez que les ratios de vraisemblance ne sont pas exceptionnels, ils ne permettent pas d'aller au diagnostic, sauf peut-être dans l'étude dynamique, on en reparlera en fin de topo. Et même un ECG normal, bien évidemment, à lui seul avec l'examen clinique, ne permet pas d'éliminer le SCA. Alors on va avoir besoin d'outils, et donc les biomarqueurs, jusqu'à 2010 pour les grands centres qui ont adopté l'hypersensible, puis successivement les autres. Et puis je vous rassure pour ceux qui ne l'ont pas encore, de toute façon vous n'aurez plus le choix, puisque les fabricants feront des chaînes analytiques qui ne seront plus capables d'analyser les anciens dosages, mais forcément hyper ou ultra sensibles. Donc de toute façon un jour vous y viendrez. Et donc, on aura affaire à ce qu'on appelle troponine hypersensible, ultrasensible, avec la limite dont je vous ai parlé, qui sont en fait les dosages ultrasensibles de la même troponine. Alors, depuis 2012, on a des recommandations, c'est-à-dire que si on l'a sous la main, il faut l'utiliser avec un protocole 0,3 heures, et Pierre Géraud vous en a montré les 3 articles Princeps, qui sont les mêmes que ceux qui détaillaient la population de douleurs thoraciques dans les services d'urgence. Alors, on est très content, super, on a de l'hypersensible.
On a 2 marques concurrentes, grosso modo, en France qui s'affrontent. Un peu partout en Europe, c'est la même chose. On a une sensibilité qui est formidable, puisque, en tout cas pour la troponine T à 14 nanogrammes par litre, on atteint donc le 99e percentile avec un coefficient de variation qui est enfin inférieur à 10%, c'est-à-dire que dans la population, il y a une très faible variation de ce seuil. Et donc on se dit, on a enfin un biomarqueur qui tombe, comme tu le dis très bien, qui permet en tout cas une élimination qui est particulièrement intéressante. Alors qu'est-ce que ça donne dans la pratique de tous les jours ? Vous voyez ici, on va dire que c'est la valeur seuil pour un petit infarctus de la diagonale. Et vous voyez que le fait d'avoir recours à un dosage hypersensible, vous allez très rapidement avoir la possibilité d'avoir un premier dosage qui est positif, après 1h30, 2 heures, voire 3 heures de la survenue de l'événement. Alors que si vous utilisez une troponine, j'allais dire classique, de 4e génération, eh ben, cette capacité à doser au-dessus du seuil va être retardée. Et donc ce délai, on peut considérer que c'est finalement un retard diagnostique, time is muscle, et que donc finalement on va gagner du temps, donc de la prise en charge éventuellement invasive et un traitement plus précoce. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le concept du rule-in, c'est-à-dire qu'on va faire le diagnostic positif de SCA non ST+, et pouvoir confier nos malades à Christophe pour une prise en charge dont certains scores vont nous permettre d'établir s'il faut une prise en charge invasive immédiate, retardée ou entre les deux. Alors pour traduire les courbes de Pierre Géraud, voilà ce qu'on a. On était en 4e génération, un seuil à 10 nanogrammes. Pour avoir le seuil de positivité de la troponine, finalement on a gagné en sensibilité, vous voyez, on a gagné tout ça. Donc vous voyez, encore une fois, importance du rendu du dosage qui n'est pas le même seuil. Et c'est pour ça qu'un des concepts importants, c'est qu'il faut absolument que vous connaissiez votre dosage. C'est pas tout qu'elle soit I, qu'elle soit T, ça à la limite on s'en fout. Mais il faut connaître son essai, les variations, les deltas ne sont pas les mêmes, les seuils ne sont pas les mêmes, donc il faut se mettre à la table avec vos biochimistes, avec vos cardiologues, et on se met d'accord sur l'interprétation des seuils et des deltas avec l'arrivée de ces nouvelles troponines. D'ailleurs c'est aussi l'occasion d'être hypersensible avec ses petits camarades et de se retrouver autour d'un petit verre ou d'un sandwich pour pouvoir discuter de tout ça. Mais on a des problèmes, c'est bien de gagner en sensibilité, mais qu'est-ce qu'on va faire des faux positifs ? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces troponines positives ? Tu l'as très bien montré dans ta répartition, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de patients qui vont être supérieurs au seuil, mais qui ne vont pas forcément avoir un CA, c'est-à-dire ce qu'on va gagner en sensibilité, on va le perdre en spécificité. Non seulement parce qu'il y a un effet de l'âge sur la troponine, c'est très bien décrit, et on a plus souvent la dame de droite aux urgences que celle de gauche, pour la douleur thoracique en tout cas. Pour l'élongation, le trauma de cheville, peut-être plus celle de gauche. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on sait qu'il y a un effet lié à l'âge. Et la perte de spécificité, elle est importante. Pourquoi ? Parce que finalement, cette troponine va revenir positive dans une multitude de pathologies cardiaques et non cardiaques, et qui ne sont pas coronaires. Donc je vous ai laissé cette petite liste. Il y a une excellente revue par Twarenbold qui permet de voir un petit peu dans quel concept on peut avoir cette augmentation de troponine. Et c'est pas fini puisqu'on en découvre, j'allais dire, pas tous les jours, mais tous les mois. On pourrait se rapporter à la valeur absolue, c'est un peu le réflexe qu'on avait dans la troponine de 4e génération, mais vous voyez que même si on augmente le taux de troponine, le rendu de résultat, on ne peut pas toujours éliminer un diagnostic différentiel. C'est-à-dire que même des très très hauts taux de troponine, ça peut être une myocardite, une cardiomyopathie du péripartum ou un choc cardiogénique. L'évidence clinique, c'est quoi ? C'est que 50% des patients qui ont une douleur suspecte et une tropo positive, ils ont un CA, ça veut dire que 50% ne l'ont pas. Et c'est là qu'on introduit le concept du rule-out, mettre les patients dehors. On va essayer de mettre les patients dehors, les 50% de ceux qui ont une tropo positive, mais il y a aussi les autres qui n'ont pas cette tropo positive. Je reviens à l'algorithme donc d'il y a 2 ans, de l'ESC 2015, publié en 2016, et vous voyez que donc on nous propose, nos amis cardiologues, je rappelle quand dans les recommandations européennes, jusqu'à présent il n'y a jamais eu un urgentiste d'invité, mais c'est nos recommandations. Les Américaines avaient été un petit peu plus pionnières puisque depuis 1994 il y a toujours quelqu'un de l'ACEP qui est dans les recommandations
américaine. Mais bon, peu importe. Donc on nous propose cette troponine hypersensible avec un algorithme. Vous voyez à gauche le fait de faire le rule-out, donc sortir les patients et organiser leur prise en charge en ambulatoire, et puis le rule-in du côté droit qui permet de confier directement les patients au cardiologue avec une prise en charge plus ou moins invasive. On nous précise même quoi faire avec les kits ultrasensibles disponibles. Alors j'ai barré le dernier, pourquoi ? Parce que dans le papier et dans les addenda de ces recommandations, il est marqué que celle-là n'a pas encore fait la preuve de sa pleine efficacité. À savoir que les Anglais en particulier suivent puisque la NHS distribue les mêmes kits à tout le monde, ce qui est un avantage. La NHS suit l'évolution des 3 kits disponibles dans leurs services d'urgence et que le dernier n'est pas encore validé dans la prise en charge, donc je l'ai volontairement barré. Vous voyez qu'ils avaient mis une petite croix. Autre problème de l'algorithme, c'est pour ceux qui étaient là l'année dernière, je vous avais fait un topo sur les scores chez le patient à bas risque. Grace, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je remonte en avant, vous voyez qu'on doit évaluer avec Grace. Sauf que Grace, c'est un score qui a été fait pour les patients à haut risque pour savoir s'il fallait être invasif ou non. Donc il est très peu adapté à notre population hétérogène de douleurs thoraciques aux urgences. Donc j'avais mis un premier KO. Les Américains, avec ce qu'on appelle des protocoles de diagnostic accéléré, avaient tenté d'explorer la piste des gens qui étaient à TIMI 0. Donc TIMI non-STEMI, c'est un score de 2006, pareil, élaboré par des angioplasticiens pour déterminer la population à haut risque qui doit bénéficier d'un traitement invasif. Et vous voyez, quand c'est adapté aux urgences, on n'arrive pas à exclure suffisamment de patients rapidement. Donc deuxième KO chez le patient à bas risque. Et comme je l'avais conclu l'année dernière, la vidéo est en ligne pour tous les inscrits de cette année. Timmy et Grace n'ont pas leur place aux urgences dans cette population à bas risque. Dans les hauts risques, si on veut, je ne sais pas, on en discutera avec Christophe, savoir s'il l'utilise. En tout cas, dans le bas risque, très, très, très clairement, et c'est rappelé dans cette bonne review de TAN dans Emergency Medical Australasia en 2014, ça n'a pas sa place. Alors comment s'en sortir ? Un papier tout récent de review de comment utiliser en pratique clinique les dosages. Et bien sûr la cinétique. Pourquoi ? Parce que ça permet une évaluation dynamique, de diminuer le nombre de patients qu'on va mettre dans la zone grise, c'est-à-dire augmenter les roll-in et roll-out. Vous avez la première version qui date des recommandations de 2012, donc avec la notion de delta. Vous voyez que delta inférieur à 30%, une bonne valeur prédictive négative, mais qui est loin d'être parfaite. Si vous êtes supérieur à 30%, une autre probabilité. Et si vous doublez votre chiffre de troponine, 100%. Donc ça, c'est ce qu'on était censé faire après les recommandations de 2012. Le problème, c'est le delta. Lequel des deux a un infarctus ? À gauche, ça peut être un petit infarctus d'une collatérale. Et puis à droite, ça peut être une myocardite. Voilà, le delta brut, comme ça, il nous sert pas. Par contre, le delta absolu, c'est-à-dire le troponine 2 moins troponine 1, celui-là, il va nous servir à réfléchir. Alors, explorons un petit peu ce qui est nouveau, c'est-à-dire la version 1.1, etc., de la troponine hypersensible. Donc, la première chose, les protocoles H0, H2, avec la troponine hypersensible. Intéressant sur la sensibilité, sur la valeur prédictive négative, on s'approche de quelque chose de particulièrement intéressant, sauf qu'on met qu'un patient sur 5 dehors. Ça fait quand même beaucoup de dosages, dont beaucoup vont être inutiles. Allons un petit peu plus loin, comme disait Pierre Géraud, on a essayé le H0, H1, Trapide AMI, 2016, papier d'une équipe que tu connais bien, Christophe. Intéressant puisqu'on peut mettre quasiment 2/3 des patients dehors avec ce dosage à H0, H1. Le problème, c'est que c'est rapide, c'est furieux, on est tout content, nous urgentistes, en 1 heure. Alors déjà, je mets au défi vos biochimistes de vous rendre le résultat en 1 heure, comme dans les recommandations. Moi, je ne connais pas un centre qui arrive aux urgences. Peut-être en cardio, mais pas aux urgences. Le problème, c'est d'aller voir un petit peu derrière la scène ce qui s'y passe. Si on avait fait une réponse pour dire que en fait, la sensibilité était un peu trop faible pour avoir la parfaite assurance que ces gens mis dehors n'avaient pas d'événement cardiovasculaire. Donc pour moi, c'est un peu trop rapide. Nouvelle tendance, c'est la version 2.0 de ces kits de dosage hypersensibles. C'est le dosage inférieur à la limite de détection, c'est-à-dire la tendance LOD, c'est limite de détection, pour exclure les patients.
travail d'un urgentiste de Manchester, Richard Body. Vous voyez, 37% avec une bonne sensibilité, une bonne valeur prédictive négative. Par contre, lorsqu'on passe à la moulinette, les 13 études qui font cette démarche d'exclure le patient avec la limite de détection inférieure à 5 nanogrammes par litre, on arrive dans les limites, c'est-à-dire que sur 100 patients, on a 3 à 4 infarctus. Et donc, très clairement, 5 nanogrammes, c'est sans doute un seuil un tout petit peu trop pour la population des urgences pour être applicable. Au total, comment, moi, je vais utiliser la troponine T hypersensible, et je précise bien T hypersensible, le kit de Roche, puisque c'est celui qui est le plus exploré. Et ce n'est pas forcément valable ce que je vais dire sur le kit que vous aurez, vous, dans vos hôpitaux, que vous avez déjà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître son dosage de troponine. Il faut s'inspirer sur une probabilité pré-test. Soit le sens clinique, l'expérience qu'on appelle le Gestalt, et on en avait parlé avec Jonathan Freund hier, soit on peut s'aider de scores, mais de scores adaptés à l'urgence, et à l'heure actuelle, il y en a un qui prend le pas sur les autres, c'est le Heart Score, développé en Hollande depuis 2006, qui a été validé en 2008 jusqu'à 2011 dans des cohortes externes, qui est en train de largement être utilisé dans du rétrospectif et du prospectif. Très clairement, il est particulièrement intéressant et il permet d'intégrer le raisonnement clinique, le stratifier et de mettre la troponine dedans. Faire un premier dosage à H0, mais avec un seuil qui est vraiment inférieur au seuil de détection à 3 nanogrammes par litre, ce que dans la méta-analyse avait montré un risque zéro. C'est-à-dire que dans la population de plus de 1000 patients qui avaient été faits dans la méta-analyse, aucun des patients inférieurs à 3 nanogrammes par litre n'a fait un événement cardiovasculaire ou un infarctus. Une cinétique à H2, il semblerait que ça soit suffisant. On peut descendre de H3 à H2, encore une fois, avec ce kit de dosage. Vous rajoutez encore 45 à 60% que vous pouvez mettre dehors. Et puis, ce qui est absolument fondamental, à mon sens, pour que cette démarche soit efficace, c'est la décision de partager avec le patient. C'est pas tout de lui faire son rendez-vous avec le cardiologue, son épreuve d'effort, etc. C'est qu'il faut discuter avec lui de la possibilité ou non de son retour s'il y a le moindre doute, pour qu'il ne puisse pas passer dans la nature. Et à chaque étape, ne pas oublier qu'on a aussi des patients à prendre en charge, qu'on aura intégrés dans l'algorithme de prise en charge, cette fois-ci du diagnostic positif. Une chose supplémentaire, c'est qu'à chaque étape du raisonnement, il faut refaire un ECG, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir un changement dynamique de l'ECG, ça remet en cause toute votre démarche, et vous aurez beau avoir une troponine encore basse, c'est qu'il se passe quelque chose de cardiovasculaire, et là il n'est plus question de laisser sortir le patient. Je remercie Richard Body qui, jusqu'à cette nuit, a partagé avec moi non seulement ses diapos, mais le raisonnement sur comment aborder la troponine hypersensible. Et un autre copain de la FOM qui est Jolex, qui vient de partir à la retraite de sa chefferie de service de Philadelphie aux urgences. Comme quoi, en commençant infirmier en guerre du Vietnam, voyez, on peut bien finir. Donc j'ai bien entendu des conflits d'intérêts avec Roche pour ce symposium, mais également avec tous les partenaires financiers qui nous aident à organiser ce congrès. Mais j'ai aussi et beaucoup des conflits d'intérêts avec les payeurs, c'est-à-dire les gens qui tous les jours me versent mon salaire pour que je fasse au mieux et au moindre coût. Avec ma société savante qui me demande de faire de la médecine de qualité, tant que faire se peut, et puis surtout avec les patients qui tous les jours nous confient leur santé, et ce que je vous dis est vrai pour toutes les maladies, et en particulier aujourd'hui pour les traumatismes crâniens. Alors, le traumatisme crânien, c'est quoi ? En fait, l'OMS nous dit que c'est une lésion cérébrale aiguë qui résulte d'un coup sur la tête, en gros, hein, enfin, que les choses soient claires. Mais il est évident que quand on a dit ça, on s'adresse à une population qui est extrêmement hétérogène. Donc il faut essayer quand même de dichotomiser, trichotomiser, en tout cas segmenter les catégories de patients pour leur appliquer des prises en charge qui soient les plus adaptées possibles. Et en gros, en France, ce qu'on considère comme étant raisonnable, eh bien, c'est de considérer 3 catégories de patients. Les traumatisés crâniens sévères,
donc ceux qui vont avoir les traumatismes crâniens potentiellement avec des complications, les légers, ceux qui auront très peu, voire pas de complications, et puis les gens qui subissent des traumatismes crâniens dits à risque de complications. Alors, à risque de complications, c'est un risque de complications hémorragiques, et la segmentation qui nous est proposée depuis 2012 par notre société savante, eh bien, c'est ces 3 catégories, parce que la prévalence des complications hémorragiques n'est pas du tout la même en fonction de la population à laquelle on s'adresse. Et chez les patients qui ont un traumatisme crânien léger, ce qui nous est recommandé, c'est de ne rien faire. En tout cas, de ne rien faire dans l'instant, après avoir fait une évaluation clinique, de laisser partir le patient avec des recommandations de suivi, d'autosurveillance. Pour le patient qui a un traumatisme crânien sévère, de faire tout de suite, le scanner, la prise en charge hémodynamique, neurochirurgicale s'il le faut, enfin bon, vous connaissez tout ça, mais ces patients-là qui sont caricaturaux, finalement, sont ceux qu'on voit le moins. Et ceux qui nous restent, eh bien, ce sont ceux qui posent le plus de problèmes. Et ils ont été définis par un groupe d'experts, parmi lesquels Karim Tazarourt, Éric Gélé en particulier, qui nous ont dit qu'un traumatisme crânien léger dit à risque de complications, eh ben, c'était quelqu'un qui recevait un coup sur la tête, qui avait un événement neurologique après avoir reçu le coup sur la tête, une amnésie des faits, une perte de conscience initiale, avec soit un mécanisme à risque, donc une violence du traumatisme, vous connaissez ça parfaitement, soit un terrain à risque, c'est-à-dire une personne âgée ou un patient sous antiagrégant plaquettaire, les patients sous anticoagulants à dose efficace étant exclus de cette catégorie. Et ces patients, lors de l'examen, en fait, ont un score de Glasgow qui doit être à 15. Toute perte d'un point sur le score de Glasgow va augmenter de façon significative le risque d'avoir une complication hémorragique intracérébrale, et au moins en France, c'est pas le cas partout, mais au moins en France, exclure ces patients de la catégorie de patients auxquels on s'intéresse aujourd'hui. Et la recommandation, c'est de faire entre la 4e et la 8e heure un scanner cérébral pour détecter finalement la complication hémorragique potentielle dont ce patient a été victime. Des malades comme ça, il y en a des millions. Des millions en Europe, des millions en France, des millions dans les urgences. Ils sont malheureusement de plus en plus âgés, avec des comorbidités, donc de plus en plus à risque de faire des complications et donc d'être dans la catégorie des patients intermédiaires. Et si on regarde des données récentes de la littérature sur la consommation de scanners liés au traumatisme crânien aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que par rapport à 96, eh bien, on a eu une augmentation de quasiment de 150% de ces patients qui vont nécessiter un scanner cérébral, que même quand on met en place des stratégies pour limiter les scanners en mettant bien en place des recommandations, de toute façon rien n'y fait. Les patients arrivent et ils sont à risque, donc on leur fait le scanner. Donc ça ne sert à rien de mettre en place des stratégies plus que ce qu'on l'avait fait auparavant. Si les gens connaissent bien leur métier, ils vont faire de plus en plus de scanners. Il faut le faire, comme on l'a dit, après les 4 heures, parce que si on le fait trop tôt, eh bien on va rater toutes les complications hémorragiques. Donc il faut attendre encore aux urgences pour faire un examen, avec une rentabilité qui est quasi nulle. Je vous ai dit, malheureusement, ces patients en fait ont assez peu d'événements. Et puis, il ne faut pas oublier que l'imagerie, ce n'est que de l'imagerie, surtout si elle n'est pas fonctionnelle. Je vous montre 3 scanners. Scanner du patient numéro 1, numéro 2, numéro 3. Les 3 scanners sont normaux, pas les patients. Celui de gauche est un patient... qui n'est pas un patient, qui est comme vous et moi. Celui de droite, il est mort. Celui du milieu a un arrêt cardiaque. Donc, ils ont le même scanner. Ils ont un scanner normal. En fait, l'imagerie reste quelque chose de non fonctionnel. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Donc les patients sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fragiles, il faut de plus en plus leur faire de scanners. On a des ressources qui sont limitées, même si quand même aux États-Unis on apprend que 97% des services d'urgence sont équipés d'un scanner qui peut faire de l'imagerie H24. N'empêche qu'il y a une surconsommation, une rentabilité médiocre, un risque radique dont on peut toujours discuter, et que l'enjeu finalement c'est d'essayer de trouver une alternative à un examen dont la rentabilité est faible,
le coût important, avec un délai pour le réaliser, pour s'assurer qu'il soit efficace, en tout cas qu'on ne passe pas à côté d'une complication hémorragique. Donc pour ça, eh bien, il faut trouver un examen, en l'occurrence un biomarqueur, c'est ce qu'on va discuter, pour faire un diagnostic dans les situations intermédiaires. D'accord ? Donc là rentre en compte ce que nous a dit Pierre Géraud, c'est-à-dire le besoin de déterminer une catégorie de patients chez lesquels on connaît la prévalence de la maladie. Deuxièmement, un marqueur qui nous permet d'avoir une valeur prédictive négative suffisante, en tout cas suffisante sur le plan statistique, avec un marquage qui est robuste sur le plan biologique, qui est reproductible, qui nous permet effectivement de prendre des décisions avec des valeurs décisionnelles qui sont connues. En gros, un biomarqueur pour lequel on aurait une valeur pré-test, un seuil qui nous permet de prendre des décisions sans faire prendre de risques aux patients. Et donc ce marqueur existe, et il s'agit de la protéine S100B, qui est un marqueur qui a été tellement éprouvé que, alors que chez nous, en tout cas en France, sur les 650 services d'urgence que compte notre territoire, eh bien moins de 10%, largement moins de 10% des services ont à leur disposition ce biomarqueur. Il faut savoir qu'il est intégré dans les recommandations dans les pays du nord de l'Europe. Alors, comme tous les marqueurs biologiques et comme beaucoup de protéines, en fait, cette protéine n'est pas complètement spécifique. C'est certes une protéine qu'on retrouve beaucoup dans le cerveau, et notamment dans les astrocytes, mais on les retrouve aussi dans un certain nombre d'autres tissus. Mais c'est un produit qui est essentiellement synthétisé par le système nerveux central, libéré dans le LCR, où on le retrouve de façon physiologique aux alentours de 1 microgramme par litre. Il est donc synthétisé au niveau du système nerveux central pour sa grande majorité. Il diffuse dans le sang. On va le retrouver à des valeurs qui sont en général inférieures à 0,1 microgramme par litre. Et chez l'adulte, c'est ce seuil qui va être retenu comme un seuil d'exclusion. Si le patient donc a on en reparle juste après, mais ces valeurs varient avec l'âge, et vous voyez que au cours du développement, eh bien, on peut avoir notamment chez l'enfant des valeurs seuil qui sont supérieures. Et ce qui est assez intéressant et qu'on pourra peut-être discuter à la fin, c'est que plus le patient va vieillir et plus les valeurs standard de seuil risquent d'augmenter, puisqu'avec le vieillissement, eh bien, on va avoir un certain nombre de lésions neurologiques qui risquent de s'installer, notamment des maladies neurodégénératives. Alors il y a un certain nombre d'autres situations où ce marqueur peut être élevé, des situations tumorales et notamment le mélanome ou dans certaines catégories de patients. Mais aujourd'hui, et pour les urgences, il est important de savoir que ce marqueur peut être intéressant parce qu'il est libéré dans le sang circulant en cas de souffrance cellulaire et notamment en cas de traumatisme crânien, puisque les astrocytes en fait vont être directement au contact de la lumière capillaire, et qu'en cas de rupture de la barrière hémato-encéphalique lors d'un traumatisme, eh bien, la protéine S100 qui est contenue dans ces astrocytes va être libérée au niveau du sang circulant. Alors elle est libérée comme plein d'autres trucs. Regardez, en fait, quand on fait de la protéomique et qu'on regarde quelles sont les protéines qui vont être libérées et qui sont des candidats biomarqueurs chez le patient traumatisé crânien, il n'y a pas que la protéine S100B, on est d'accord, il y a plein de choses qui sont plus ou moins spécifiques, mais parmi ces protéines, donc il y a la protéine S100B qui a plusieurs avantages. Et le premier, c'est qu'en fait, elle augmente très vite et très fort. Très vite et très fort pour atteindre un seuil, un pic dans les 3 premières heures, et puis vous voyez ensuite elle décroît. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez les patients qui sont des patients témoins, la valeur seuil, tous les patients sont en deçà de la valeur seuil, c'est très bon, ok, c'est intéressant. Quand ils ont un scanner cérébral avec du sang après un traumatisme crânien léger, eh bien, ils ont tous de la protéine S100 qui est augmentée. Par contre, eh bien, chez les patients qui ont un traumatisme crânien léger sans saignement, je vous ai dit, l'imagerie, ce n'est pas du fonctionnel, c'est uniquement voir des images. Eh bien, il y a un certain nombre de patients qui vont, alors qu'ils n'ont pas de saignement intracérébral, avoir une augmentation de la protéine S100B. Ce qui témoigne effectivement d'une lésion, du traumatisme,
d'une rupture de la barrière hémato-encéphalique, mais qui ne va pas avoir de traduction clinique, en tout cas pas d'élément de sévérité immédiat. Et ça, peut-être qu'avec Saïd, on pourra en parler après, parce que se pose la question de savoir quelle est la signification de cette protéine S100B élevée, alors que les patients n'ont pas d'hémorragie visible sur le scanner. Avec, dans les pays qui aujourd'hui l'utilisent en routine, et ça toutes les études l'ont montré, je ne vous montrerai pas des centaines d'études, d'excellente sensibilité avec une spécificité, vous l'avez compris, qui est assez médiocre, mais en tout cas des valeurs d'exclusion du diagnostic, en tout cas de la complication hémorragique intracérébrale, qui est vraiment de très très bonne qualité. Et dans ces études, et dans les méta-analyses quand on les regarde, eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que l'utilisation de la protéine S100B, eh bien, lorsqu'elle est basse, permet d'éviter un certain nombre de scanners. Et vous voyez que dans cette étude, en fonction des seuils qu'ils avaient proposés, eh bien, on arrivait à épargner un certain nombre de scanners chez les malades qui avaient été inclus. Et c'est ce qu'on est en train d'évaluer en France par en fait un registre qui s'appelle Prométhée et qui va sur les centres français qui disposent de protéines S100B, voir si on fait la même chose que chez nos collègues. Hein. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce que je vous ai montré, c'est que la protéine S100B, c'est très intéressant, mais c'est très intéressant si c'est fait tout de suite. Hein. C'est-à-dire que si vous attendez, eh bien, la protéine S100B va diminuer, et en fait ce dosage, il faut le faire très précocement ou ne pas le faire, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Donc la protéine S100B, c'est super, ça vous permet théoriquement d'épargner un tiers de scanners chez les patients qui viennent aux urgences pour un traumatisme crânien léger à risque de complications. Hein. Donc il y a un impact véritable avec une valeur pré-test. On connaît la population, une valeur prédictive négative qui est excellente, par contre une valeur prédictive positive qui est médiocre, c'est-à-dire que ça ne vous permet pas d'exclure, si le dosage est positif, eh bien vous ne savez pas si le patient a ou non saigné dans son cerveau, donc ça épargne un certain nombre de scanners, ça doit être fait très tôt, il faut faire attention au seuil, et ça ressemble, alors les mots sont peut-être un petit peu forts, à la façon dont on raisonne avec les dédimères, une probabilité pré-test, un résultat, et l'épargne d'un examen paraclinique futile. Alors, je vais essayer de vous montrer 2-3 cas cliniques que j'ai piqués à nos collègues de Clermont-Ferrand et qu'on avait souvent discuté ensemble. Là, vous avez un homme qui est jeune, qui reçoit un coup sur la tête en jouant au football. Il perd connaissance avec une amnésie des faits. Il arrive aux urgences. Qu'est-ce qu'a priori vous prescririez la protéine S100B? Ben ouais, c'est un patient qui a un traumatisme crânien à risque de complications. Donc a priori oui. Par contre, il vous manque une information cruciale qui est le délai entre la survenue du traumatisme et la réalisation du dosage. Là, le patient avait eu le traumatisme crânien 1 heure avant, donc on lui fait le dosage. Le dosage est inférieur au seuil, on ne fait pas de scanner, le patient rentre à la maison sans avoir eu d'examen paraclinique et son évolution, a priori, doit être favorable. Cas clinique numéro 2. Patiente de 57 ans qui se casse la figure dans les escaliers vers 6 heures du mat, elle perd connaissance, vous la voyez très rapidement, vous êtes à Monaco donc tout va très 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 vite. Prescription d'un dosage de protéine S100B, a priori oui. D'accord, avec un dosage qui est inférieur au seuil. Est-ce que vous lui faites un scanner cérébral? Non, mais se pose quand même un problème, c'est que cette patiente, elle a chuté dans les escaliers avec plus de 3 marches a priori, et qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la tête. Juste au-dessous, il y a un truc qui s'appelle le rachis, c'est que théoriquement, dans ces conditions, eh bien, il faut faire un scanner au niveau du rachis cervical. Donc peut-être que chez ce patient, vous allez réagir de façon plus holistique, prendre en compte le fait qu'il y ait peut-être besoin d'un scanner pour une autre indication, et finalement surseoir au dosage de protéine S100B pour privilégier une imagerie secondairement. Un troisième petit cas rapide. 92 ans sous antiagrégant, à 8 heures du matin, il chute avec un traumatisme crânien, une amnésie des faits, il est amené aux urgences à 13h30, donc avec un délai assez important. Prescription du dosage de S100, non. Là, en l'occurrence, eh bien, le dosage n'a pas été réalisé par le laboratoire, et bien entendu, chez ce patient, vous faites un scanner qui va exclure
en l'occurrence, et c'est le cas dans 90% des cas, une complication intracérébrale. Et cas numéro 4, un patient 66 ans qui chute sous AVK. Vous le voyez 2 heures après. Bien entendu, chez ce patient-là, vous ne ferez jamais de dosage de protéines S100B, puisque le risque de complications hémorragiques intracérébrales est important. Et si vous aviez fait le dosage de protéines S100B chez ce patient, eh bien vous auriez vu qu'il vous aurait induit en erreur. C'est comme les dédimères, quand il y a une forte probabilité pré-test d'avoir une hémorragie, une thrombose veineuse profonde, ou en tout cas une maladie thromboembolique veineuse, il ne faut pas faire le biomarqueur, car en l'occurrence, la prévalence de la maladie est trop élevée pour se servir d'un marqueur d'exclusion. Voilà, avec un risque hémorragique et un risque de décès qui est clairement lié sous AVK à l'INR. Donc les messages clés sont très très simples. Dans une population qu'on connaît, avec un risque d'hémorragie intracérébrale qui est important, en tout cas significatif, qui n'est pas marginal, qui est cette population qui nous a été proposée par nos sociétés savantes. Un dosage précoce, inférieur à 3 heures de protéines S100B, permet d'exclure une complication intracérébrale et d'éviter un scanner inutile. S'il est au-dessous du seuil, qui varie en fonction du fabricant qui met à disposition le marqueur, et si ces conditions ne sont pas remplies, bien entendu, il est exclu de faire le dosage. Je vous remercie de votre attention.